Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série du podcast AWS en français. Je m'appelle Sébastien Stormac, je suis à Las Vegas pour assister à la conférence AWS re:Invent 2019. C'est la grande conférence client d'AWS où toutes les annonces de nouveaux services et de nouvelles fonctions sont généralement faites. 65 000 clients et partenaires assistent à cette conférence cette année qui se répartit sur plusieurs hôtels à Las Vegas avec plus de 3000 sessions techniques. Et tous les jours, je vous fais un petit récapitulé des principales annonces et des principales nouveautés. Si vous avez loupé l'épisode d'hier, n'hésitez pas à retourner sur votre application de podcast habituelle ou favorite, sur Apple Podcast par exemple, sur Spotify, sur Deezer, sur Stitcher ou sur le site web du podcast AWS en français. Vous retrouverez l'épisode d'hier. Alors, après que j'ai enregistré cet épisode hier, les annonces ont continué de tomber. Ça va être un tout petit peu plus court, je pense, aujourd'hui. J'ai un peu moins de choses à vous dire. On aura probablement un épisode plus long demain avec la keynote de Werner Vogels, le CTO d'Amazon. Alors, je vais regrouper les annonces en 3 catégories. Je vais parler réseau d'abord. Ensuite, je vais parler serverless application avec 2-3 nouveautés intéressantes de ce côté-là. Et puis, je vais terminer avec 2 services qui ont été annoncés en preview uniquement. Preview, ça veut dire qu'ils peuvent encore un peu évoluer, changer dans le temps. Ce ne sont pas des services qui sont GA, comme on dit dans notre jargon, c'est Generally Available. Donc commençons avec les annonces réseau qui ont été faites hier. Je recherche mes notes, j'ai plein d'onglets ouverts sur mon laptop avec tout le contenu. 3 choses au niveau réseau. Au niveau de réseau, l'année passée, on a annoncé AWS Transit Gateway, qui est un espèce de routeur virtuel pour router le trafic entre vos différents VPC, pour faciliter la gestion des connexions entre VPC. Cette année, au Transit Gateway, nous rajouterons 2 fonctions. Une qui est une fonction qui permet de faire du peering entre régions. Donc pour simplifier la gestion de votre réseau, si vous avez des VPC par exemple sur plusieurs régions, vous pourriez avoir une ligne louée qui connecte votre data center on-premises à un des VPC. Et avant, quand vous étiez en multi-région, il fallait souvent dupliquer cette ligne louée. Maintenant, vous pouvez faire du peering de trafic entre VPC, entre régions, via la Transit Gateway, ce qui va simplifier l'architecture de votre région. Et en plus de ça, on rajoute une très jolie user interface, une interface graphique pour gérer votre réseau. Vous pouvez voir les différents points de peering, les différentes connexions, les connexions VPN également. Et vous pouvez faire un drill down, donc vous pouvez zoomer sur le détail d'une connexion ou des points de connexion pour avoir toutes les données techniques relatives à cette connexion. À cela, on rajoute des métriques dans CloudWatch, donc vous pouvez monitorer également votre réseau global depuis CloudWatch et générer des alarmes comme vous le faites déjà sur CloudWatch avec les trafics en bytes, en packets, les paquets qui sont perdus, etc. Donc beaucoup de métriques qui sont publiées de la Transit Gateway vers CloudWatch. Toujours sur la Transit Gateway, il est maintenant possible de faire du multicast. Oui, vous avez bien entendu, vous pouvez faire du multicast sur un VPC via la Transit Gateway. Donc le multicast, c'est d'avoir un stream une source qui émet des paquets qui vont être envoyés sur plusieurs adresses IP, d'où le nom multicast. Ça peut servir pour faire du vidéo delivery, par exemple, du streaming de vidéo. Certaines solutions de clusters utilisent aussi le multicast pour synchroniser les nœuds entre différents clusters. Et donc, jusqu'à présent, il n'y avait pas moyen de faire tourner ces clusters sur des instances Amazon EC2. Maintenant, via le multicast, vous pourriez imaginer, si votre vendeur le supporte, évidemment, de faire tourner des clusters. Je pense à Oracle RAC, par exemple, qui est une technologie de cluster qui utilise multicast. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez voir dans un doc les contraintes et allez voir comment configurer le multicast sur Transit Gateway.
Troisième et dernière nouveauté dans la catégorie réseau, le VPC Ingress Routing. Alors derrière ce nom un peu barbare pour nos oreilles francophones, se cache une fonction qui était très demandée par les clients depuis plusieurs années. C'est la possibilité, quand il y a du trafic qui rentre dans un réseau, dans un VPC qui vient d'une Internet Gateway par exemple, ou d'une VPN Gateway, c'est de forcer un routage level 3, donc un routage IP, vers une instance particulière. Et ça de façon transparente. Alors vous allez me dire, avant je pouvais déjà le faire, oui, mais c'était level 4 ou level 7, HTTP ou TCP, donc c'était pas transparent. Il fallait configurer les applications pour passer via ce genre de proxy ou de Web Application Firewall, par exemple. Maintenant, c'est au niveau 3, donc c'est tout à fait transparent pour vos applications. Elles ne voient même pas que le trafic est passé par une instance C2 avant d'arriver vers elle. Alors à quoi ça sert de diriger tout le trafic rentrant vers une instance C2 ? Eh bien, c'est pour pouvoir déployer des solutions de sécurité, comme des Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System. Vous savez, c'est packages de software qui vont analyser le réseau et essayer de détecter des comportements anormaux ou des risques en matière de sécurité. Donc, on a plusieurs partenaires qui offrent des appliances que vous pouvez déployer dans le cloud. Et moyennant un tout petit peu de configuration au niveau de votre table de routage, vous pouvez maintenant créer une table de routage qui a comme source une Internet Gateway ou une VPN Gateway et comme destination une ANI, une Elastic Network Interface, sur l'instance où tournera votre solution de sécurité. J'ai eu le plaisir d'écrire le blog post qui annonce cette nouveauté, et dans le blog post, je vous donne un tutoriel complet avec toutes les commandes à taper pour configurer votre réseau, et un petit script SDK pour créer un réseau d'exemples pour que vous puissiez expérimenter cette nouvelle fonctionnalité. Donc VPC Ingress Routing. Alors je vous avais dit des nouvelles réseaux, voilà, je viens d'en parler. Maintenant on va monter dans les couches beaucoup et on va passer sur l'aspect serverless. Et je vais commencer avec les services qui sont generally available. On parlera des services en preview juste après. Alors, deux grandes nouveautés en matière de serverless. La première concerne les step functions. Vous savez, les step functions, c'est cet orchestrateur de workflow qui vous permet de tourner plusieurs fonctions lambda dans un workflow. Donc, je fais d'abord ça, puis je fais ça, puis j'attends le résultat, puis etc., etc. Donc, c'est vraiment un workflow manager où chaque étape est une fonction lambda, et une exécution de workflow peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Vous pouvez attendre que d'autres process terminent, etc. Donc, c'est un workflow stateful. Et on garde l'état, nous, AWS, on garde l'état et on vous garantit que chaque tâche sera utilisée, sera exécutée une fois et seulement une fois. Nos clients utilisent Step Function pour faire du process d'order, de commande par exemple, pour automatiser des tâches actives, pour générer des rapports, pour importer des données dans un data lake. Ça, c'est le genre d'utilisation des Step Functions. Beaucoup de nos clients voulaient aussi utiliser des Step Functions, mais sur une durée très courte, et nous dire on n'a pas besoin finalement de la persistance entre étapes. Nous, on a des workflows dans un contexte d'application mobile ou de IoT, avec des workflows extrêmement courts. Et donc, nous introduisons aujourd'hui un nouveau mode de Step Function. Ce sont les Step Function Express. Et donc, l'idée des Step Function Express, ce sont pour des workflows courts où le workflow ne va pas s'arrêter pendant des heures ou des jours pour attendre un résultat. Donc, c'est un espèce de workflow sans état. Et les deux grandes différences par rapport au workflow, au Step Function traditionnel, c'est qu'un Step Workflow, c'est 5 minutes maximum. Donc, c'est vraiment pour des tâches courtes, et c'est un at least once execution model. Donc, on vous garantit que chaque task sera appelé au moins une fois. Donc, on n'a pas exactement la même consistance que dans le workflow avec persistance, le workflow traditionnel. Mais donc, dans des cas IoT ou des cas d'application où vous avez besoin d'un tout petit peu de synchronisation pour des workflows à courte durée, pour du streaming, pour du process de données en streaming, par exemple, jetez un coup d'œil au Express Workflow. C'est Jeff qui a écrit le blog et qui vous montre à travers pas mal de copies d'écran ce que vous apporte le Step Function et le modèle court, le Express Step Function, et comment vous pouvez l'utiliser. Toujours en parlant de Lambda, si vous utilisez Lambda, vous savez que Lambda est
hautement un service qui vous permet de tourner du code sans gérer aucune infrastructure. Donc, vous nous donnez votre code JavaScript ou Python, par exemple, ou Java, et nous allons exécuter ce code pour vous dans un container. Un des challenges quand on utilise Lambda, c'est le temps d'initialisation de ce container. S'il y a beaucoup d'invocations concurrentes, souvent nous gardons les containers démarrés et donc le temps de démarrage d'invocation d'une fonction, la latence pour appeler une fonction est très courte. Mais parfois vous avez des fonctions qui ne sont pas appelées très souvent et il peut parfois y avoir un peu de temps pour démarrer le container. Alors il y a le temps pour nous créer le container, ça en général ça va assez vite. Il y avait le temps pour l'attacher à un VPC, mais ce problème-là a été résolu il y a quelques mois déjà. Et puis, il y a le temps de démarrage de votre application aussi. Si vous avez des applications Java avec des grosses dépendances sur des frameworks, je regarde Spring par exemple, il y a énormément de classes à charger, donc ça peut parfois faire plusieurs secondes avant que la fonction ne soit prête, ne soit chaude, comme on dit, et qu'on puisse l'invoquer. Et donc, pour avoir des temps d'invocation de Lambda qui sont plus prévisibles, nous avons lancé hier le Provisioned Concurrency pour les fonctions Lambda, l'exécution concurrente provisionnée. En gros, vous pouvez aller dans la console AWS et nous dire, voilà, pour cette fonction-là, de telle heure à telle heure, je vais avoir besoin de 500 containers live et provisionnés. Et donc, nous allons garder ces containers au chaud avec vos fonctions préchargées et prêtes à être invoquées, de manière à réduire la latence pour invoquer ces fonctions-là. Donc, c'est vous qui choisissez quand, c'est vous qui choisissez combien. Évidemment, il y a un petit surcoût pour ça, puisque nous, on doit garder des ressources immobilisées pour votre use case pendant cette période de temps-là. C'est Danilo qui a écrit le blog post. Il va à travers les détails et montre surtout le résultat d'invoquer une fonction Java, par exemple, sur des fonctions lambda non provisionnées, où le percentile 95 est à une seconde, quasiment une seconde et demie. Donc le percentile 95, c'est quoi ? C'est la manière dont on mesure le temps d'accès. Le percentile 50, ça veut dire 50% des fonctions terminent en D en ce temps-là. Et dans l'exemple de code qu'il donne, 50% des fonctions terminent en 300 millisecondes, c'est parfait. Mais dès qu'on va voir dans les percentiles qui augmentent, percentile 95, 95% des fonctions terminent en 1,4 secondes. Et le percentile 99 est à 1,6 secondes. Donc 99% des fonctions terminent en déant après 1,6 secondes. Ça veut dire que parfois, il y a encore des fonctions qui démarrent plus lentement. Et puis, il refait le même test sur la même application, mais cette fois-ci en utilisant du provisioning, donc là où on garde les containers au chaud, et il retourne son bench, et son percentile 95 descend à 400 millisecondes. Donc il est divisé par 4. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de fonctions qui sont prêtes à répondre aux invocations. On garde des containers au chaud prêts à répondre à vos questions. Donc ces deux changements, celui qu'on a fait il y a quelques mois qui permet de réutiliser des INI pour attacher vos fonctions lambda dans des VPC, et cette solution de provision concurrency pour les fonctions lambda devrait régler le problème des invocations lambda à froid de façon plus ou moins définitive. Faites-nous part de votre feedback toujours. Dites-nous comment ça marche pour vous, si ça marche pour vous. Et allez voir le blog de Danilo pour avoir les détails. Et tous les blogs dont je parle, je mets les liens dans les notes de cet épisode. Ça, c'était pour les annonces GA. Il y a deux services qui vont vous intéresser si vous êtes développeur et toujours dans le monde lambda. Ceux-là sont en preview pour le moment, mais je vais quand même en parler. Le premier, c'est Amazon RDS Proxy. C'est un proxy pour des bases de données relationnelles typiquement conçu pour les architectures serverless et pour Lambda. Si depuis Lambda, vous invoquez une base de données relationnelle, dans votre code, vous devez ouvrir une connexion TCP à votre base de données avec un driver JDBC, par exemple. Et comme les fonctions lambda peuvent être invoquées avec beaucoup de concurrence, chaque container qui tourne votre fonction lambda va ouvrir une connexion TCP vers votre base de données. Et donc, vous pouvez très rapidement saturer le connection pool d'une base de données quand vous vous connectez à des bases de données relationnelles depuis lambda. Et donc, pour résoudre ce problème, nous lançons en preview aujourd'hui Amazon RDS Proxy. C'est un proxy HTTP
qui va tourner dans le cloud. Vos fonctions lambda font une requête HTTP au proxy en passant le statement SQL que vous voulez exécuter. Et c'est le proxy qui va générer les connexions, qui va gérer les connexions vers votre base de données relationnelle. Donc c'est le proxy qui va gérer son pool de connexions et multiplexer les connexions sur les requêtes qu'il reçoit. Donc ça simplifie le code côté fonction lambda, puisque vous n'avez plus qu'à faire qu'un appel HTTP. Il n'y a plus besoin d'embarquer des drivers JDBC, de gérer des connection pools et des choses comme ça côté lambda. C'est le proxy qui fera cela sur vous. Donc c'est en preview. Si vous faites du lambda avec du relationnel sur RDS, allez voir le proxy. Il y a quelques avantages en plus de la gestion de connexion. C'est évidemment l'utilisation des failover, la capacité du proxy de changer d'une base de données master à une base de données replica au cas où quelque chose se passe mal sur votre base de données. Donc ça fait ça de façon transparente. C'est quelque chose que vous ne devez plus gérer dans le code. Et c'est fully managed, évidemment. Il n'y a pas d'instance EC2 à gérer, il n'y a pas de patching. C'est un service qui est tout à fait transparent pour vous. Et le dernier dont je voulais parler aujourd'hui s'appelle Amazon Code Guru, qui est également en preview. C'est un peu comme avoir un senior développeur à côté de vous qui va faire une review de code dans votre code repository. Donc on a entraîné un algorithme de machine learning pour faire du code review. Et on a utilisé des dizaines d'années d'expérience que nous avons pour faire des code review chez nous. On a utilisé le code source de milliers de produits dans Amazon comme données d'entraînement. Plus de 10 000 projets open source également ont été utilisés comme données d'entraînement. Et l'idée, c'est de soumettre votre code à Code Guru pour trouver toute une série de problèmes potentiels sur le code. Des problèmes de performance, par exemple, des problèmes de concurrence, si vous êtes en multithread. Donc, vous donnez votre code. Code Guru fait une analyse sur base des modèles de machine learning qu'il a appris et vous donne une série de recommandations pour améliorer votre code. Je n'ai pas encore eu le temps d'essayer. Ça vient d'être sorti hier, mais c'est quelque chose qui me tente beaucoup comme ceux qui me connaissent savent que je suis j'ai un background plutôt de développeur, j'aime bien écrire du code. C'est quelque chose que je vais regarder très prochainement. Voilà pour les annonces d'hier. Je ferai un autre numéro hors série du podcast demain après la keynote de Werner Vogels, et j'essaierai de faire un numéro hors série spécial juste avec les annonces machine learning également, parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles, notamment sur SageMaker et puis des services de plus haut niveau aussi, que vous avez peut-être déjà vu passer. Si vous êtes en France, à Luxembourg ou en Suisse, sachez aussi que je vais faire un tour de France. Je vais prendre mon petit baluchon dès que je reviens de Las Vegas. Et sur les 3-4 prochaines semaines, on va faire un tour de France avec 10 dates à l'heure de tête. Il y a Strasbourg, Lille, Nantes, Marseille, Toulouse, Lyon, Paris, Genève en Suisse et Luxembourg, où on viendra faire un meet-up en soirée pour faire un résumé, ce qu'on appelle un recap des principales annonces de reInvent avec d'autres personnes qui étaient à reInvent. On essaiera d'être 2 ou 3 speakers à chaque soirée. Si vous voulez les dates, vous allez sur le blog d'AWS en français et je mets le lien évidemment dans les notes de cet épisode. Ça s'appelle reInvent 2019 Recap Tour. Il y a 10 dates, on passera forcément près de chez vous. Si on ne le fait pas, contactez-moi, on peut toujours essayer de caler d'autres dates d'ici fin janvier. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de me laisser votre feedback sur Twitter, par exemple, Sebsto, S-E-B-S-T-O, de laisser de petites étoiles ou des pouces vers le haut dans vos applications de podcast favorites. Rendez-vous demain pour un autre numéro hors série reInvent du podcast AWS en français. Merci de nous avoir écoutés. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.